Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Beaver left, 75, Katie, Omaha, quick going. Last play of the game, who's gonna win it? Luck rolling out to the right, dumps it up to Donnie Avery, goal line, touchdown, 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 touchdown! Salut à tous, de retour pour ce nouveau podcast Draft sur les antennes de Touchdown Actu, podcast Draft avec un nouveau volet consacré aux previews positions à l'orée du repêchage et on va aller très vite aujourd'hui puisqu'on va parler des running backs, le backfield offensif et forcément pour en parler avec nous, pour évoquer le haut du plateau, les valeurs sûres, les énigmes et les pépites, il ne pouvait pas manquer ce rendez-vous. Je crois même qu'il a posé des congés exprès pour venir. Victor Roulier des nôtres. Salut Victor. Bonjour à tous. Voilà, pas besoin de poser des congés, hein, lui. Qu'importe la position, qu'importe le flacon pourvu qu'il ait l'ivresse. Jean-Michel Boujard et des nôtres. Salut Jean-Michel. C'est ça, exactement. Bonjour à tous. Voilà, on va en parler tout de suite donc. Position pas qui s'annonce pas encore très très glamour. Hein. C'est pas une énorme classe qui nous est présentée niveau running back. Par contre, il y a quand même pas mal de belles affaires éventuellement à faire au cours de cette année. Et on va en parler tout de suite en commençant par le top 6 qu'on va découper en deux de nouveau avec le trio de tête tout d'abord. Je vais présenter les profils rapidement avec les chiffres qui vont avec. On a donc Najee Harris d'Alabama, champion national, donc comme Mac Jones dont on parlait il y a quelques jours. 1m88, 104 kg, 1466 yards à la passe et 26 touchdowns pour le running back du Crimson Tide. On a Travis Etienne, running back de Clemson, 1m78, 95 kg, 914 yards et 14 touchdowns au sol. Et pour finir, Javonte Williams, running back de North Carolina, 1m78 pour 100 kg, 1140 yards à la course et 19 touchdowns. On verra, certains ne sont peut-être pas d'accord avec ce trio, mais en tout cas, c'est les trois noms qui reviennent avec le plus d'insistance. Messieurs, je me sens obligé de commencer par Najee Harris. J'annonce tout de suite la couleur. Il est mon running back numéro 1. Même si ça prête débat, on vous rappelle qu'il y a eu notamment dans un précédent podcast une chronique tu préfères notamment entre Najee Harris et Travis Etienne. Donc vous pouvez vous en référer à ce moment-là. Après, avec l'avancée de la saison et les différentes mises à jour, je vais peut-être commencer par toi, Jean-Michel. Qu'est-ce que tu en penses si on reprend le fameux adjectif de Najee Harris? Qu'est-ce que tu vois dans son jeu qui te plaît tout particulièrement? À la puissance, il est très puissant. Najee Harris, en fait, c'est un running back, tu peux le mettre dès le premier jour, même si tu n'as pas une ligne offensive très performante, il n'y a pas de souci. Il n'est pas très rapide, mais quand même, il sait prendre les brèches. Une fois qu'il a pris la brèche, allez, vas-y, il va l'arrêter, quoi. Il va faire un raffut, il va avancer avec deux mecs accrochés à ses chevilles, il est vraiment extrêmement puissant. Après, il n'y a pas que ça que j'aime chez lui, hein. Il y a aussi ses mains. C'est-à-dire que par exemple, en comparaison, évidemment, on pense à Derrick Henry parce que c'est vraiment un gros tracteur, il est très puissant. Mais ce qu'il a, et que Derrick Henry n'a pas, c'est qu'il a de très bonnes mains. Et pas seulement pour attraper des screens, ce qui est vraiment impressionnant avec lui, c'est qu'il a été aussi aligné en tant que receveur et à faire des réceptions de receveurs dans la head zone, par exemple, catch acrobatique, il attrape le ballon. Enfin, il a vraiment des mains excellentes. C'est pour ça que Derrick Henry, oui, je veux bien, mais quelque part, il a un côté aussi Joe Mixon, c'est-à-dire qu'il va vraiment t'apporter dans le côté aérien, dans le côté puissance. C'est un phénomène. Hein. Alors, Victor, je reviens vers toi du coup. Alors encore une fois, je taquinais un petit peu. Najee Harris, ça reste un top running back. Est-ce que malgré tout, la vitesse reste rédhibitoire? Rédhibitoire, non. Elle fait de lui qu'il n'est pas complet. Si en plus il avait de la vitesse, alors là il serait top 5. Non, mais il y a un moment, t'as la puissance ou t'as la vitesse. Si t'as les deux, là t'es Marshall Faulk, quoi. Non, bien sûr, c'est un joueur ultra puissant. Je suis d'accord, il faut insister sur ses mains. Il est bien meilleur, enfin en tout cas bien meilleur que je ne l'aurais cru avant la saison en réception. Il a vraiment montré cette année qu'il était précieux. Les plaquages manqués, bon voilà, on l'a dit, c'est Derrick Henry, hein, vous le voyez toutes les semaines, il a 3 mecs sur ses bottes, et il va quand même avancer, et à stopper, c'est une horreur. Donc c'est vrai que moi je faisais partie des gens qui doutaient beaucoup de lui avant le début de la saison, et même au tout début de la saison, et clairement il m'a démontré par A plus B toutes les semaines à quel point j'avais eu tort.
Ouais, alors moi j'avoue, c'est vrai que si je devais sortir un adjectif pour Najee Harris, moi ce qui m'impressionne, c'est que je le trouve facile. Dans beaucoup de compartiments du jeu, certes, il est conscient de sa vitesse relative, ça c'est un fait, mais on a l'impression qu'il force pas en fait. On a l'impression que c'est assez simple. En effet, on parlait, je sais plus sur quel match, mais je me rappelle d'un match peut-être contre Florida ou un autre, ou peut-être LSU l'année dernière, d'une screen où il te sort ça en étant retourné, et t'as l'impression qu'il fait ça avec une facilité déconcertante, comme s'il savait déjà que le quarterback allait lui envoyer dans le mauvais tempo. C'est assez bluffant. Et c'est vrai qu'il y a énormément de compartiments du jeu, et c'est vrai où on se dit quand même qu'on peut être rassuré par ce joueur. Il y a une donnée qui revient assez souvent pour les running backs, notamment dans la NFL moderne, mais c'est son aptitude à bloquer, notamment dans la poche. Il a carrément le profil pour le faire, et je pense que c'est un des tout meilleurs de cette classe dans ce registre-là. Et là encore, on sait que ce soit pour sortir du backfield, pour aller capter les ballons, ou en tout cas pour protéger efficacement et apporter le soutien à ses linemen pour laisser du temps à son QB, c'est un joueur qui peut apporter énormément dans le domaine aérien. Et c'est aussi, je pense, qu'il peut en faire un joueur assez important. Si je vous pose d'ores et déjà la question de la projection pour Najee Harris, vous me dites quoi? Moi, je pense qu'il vaut une fin de premier tour. Après, c'est par rapport à son niveau qu'il vaut une fin de premier tour. Est-ce que les franchises vont aller sur un running back en fin de premier tour? Rien n'est moins sûr. Le souci qu'il y a, c'est sa position, c'est qu'il joue coureur. Et ça veut dire que déjà on joue à NFL avec beaucoup de jeux à la passe. Et puis ensuite, ça veut dire que tous les ans, il y a beaucoup de très bons coureurs. Donc pourquoi prendre un coureur au premier alors que je pourrais en avoir un bon au troisième? C'est ce qui joue contre lui. Au niveau de son niveau intrinsèque, moi je pense qu'il vaut un premier tour. Parce que juste un dernier mot, tu vois, on parle beaucoup de puissance. Oui, il est très puissant, mais il est aussi très athlétique. Il est très athlétique, c'est pas un gros bourrin qui court au milieu, qui défonce tout. On se rappelle notamment de son saut de mouton en demi-finale contre Notre-Dame, pour ne reprendre que de cet exemple. Par exemple, et les changements d'appui, etc. Il est vraiment très athlétique. Victor, c'est vrai qu'on en parlait notamment lors du précédent podcast. Autant les quarterbacks sont surévalués, autant maintenant, de facto, les running backs sont sous-cotés maintenant quasiment aux yeux des scouts. Oui, et puis je rajouterais un autre élément qui fait que c'est sous-coté aussi, c'est la durabilité. Oui. C'est-à-dire que quand tu prends un lineman, en général, tu l'as pour 10-12 ans. Quand tu prends un running back, déjà, si tu l'as pour 5 ans à haut niveau, c'est bien. Alors bien sûr, il y a des exceptions, il y a toujours des mecs qui durent. Mais en pourcentage de chance, si vous avez regardé les statistiques disponibles partout sur Internet, c'est le poste le moins durable de la NFL. Donc c'est vrai que intrinsèquement, oui, il a le talent d'un premier tour. Moi, par exemple, dans mon big board, il est top 30 largement. Par contre, clairement, à mon avis, vous connaissez mon opinion, je pense pas qu'il sera au premier tour, ou alors à la toute fin, quoi, entre 25 et 32. Par contre, ça m'étonnerait qu'il dépasse 40, quoi. Donc on est vraiment dans ces eaux-là. Je pense des équipes qui ont beaucoup de pics et qui peuvent se permettre, entre guillemets, de reach la position un petit peu, comme les Dolphins, comme les Jaguars, etc., pourraient aller dessus en fin de premier tour, que ça me choquerait pas. Oui, non, c'est sûr. Après, je t'avoue que moi, forcément, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de concilier notre avis personnel et ce qu'on voit, le pari, comment dire ça, la manière dont on voit, dont on appréhende le choix des franchises. Mais c'est vrai que ça aurait été une autre année, j'aurais dit deuxième tour quasi sûr. Là, on sort quand même d'une année où Derrick Henry a été meilleur joueur offensif de la saison. Dans une copycat league, encore une fois, tu te retrouves avec un Derrick Henry beaucoup plus véloce, beaucoup plus important dans le domaine aérien. Je me dis qu'il y a forcément une équipe. Autant le joueur dont on va parler juste après, j'ai plus de doutes. Autant, Najee Harris, comme tu le dis, sans doute avec une équipe qui aura le luxe de le faire. Mais en tout cas, ça me paraît compliqué quand même de ne pas le voir drafter peut-être entre la 20e et la 30e position, très clairement. On enchaîne sur le deuxième, justement, messieurs. Travis Etienne, donc j'en parlais, running back de Clemson. Alors, pas tout à fait le même profil que Najee Harris. Victor, on est plus sur un profil élancé. J'ai presque envie d'appeler ça un home run player, en l'occurrence. C'est une machine à big play. C'est ça. C'est les playmakers. C'est le home run. Il tape pas forcément autant que Najee Harris, mais quand il tape dans la base, ça sort du stade. Il a tout, hein. Il a une progression assez phénoménale, notamment en jeu de passe, parce que je pense qu'il est moins bon que Najee Harris dans le jeu de passe, mais alors, pour ceux qui s'en souviennent, en freshman, il n'arrive pas à capter un ballon, Travis Etienne. Là, maintenant, il est devenu une vraie arme en jeu de passe. Les yards après contact,
c'est très bon aussi pour son physique. Il arrive vraiment à créer des opportunités qui ne devraient pas exister. Alors oui, il n'est pas aussi puissant qu'un Najee Harris. Et il n'a jamais été utilisé avec un volume de jeu énorme non plus à Clemson. C'est-à-dire que s'il fait 20 courses, 25 courses, c'est le maximum dans un match. Je ne me souviens pas de match où on l'a vu courir 30-35 fois. Donc c'est peut-être les deux problèmes qui vont être le volume de travail et la puissance. Mais un tel playmaker, un joueur d'une patience, parfois il me faisait penser... Alors, c'est peut-être un biais, c'est pas exactement le même joueur, mais un peu comme Le'Veon Bell, ce genre de joueur qui semble prendre tellement son temps derrière la ligne pour trouver l'espace, et une fois qu'il a trouvé l'espace, c'est parti, vous le rattraperez pas. Pour le coup, contrairement à Harris, il a vraiment une vitesse qui font que tu le rattraperas pas. Et je crois que c'est toi, Grégory, qui l'a dit, c'est pas une classe extraordinaire, mais ces deux joueurs-là sortent du lot, globalement. Ouais, Jean-Michel, ton avis sur Travis Etienne? Alors, juste, c'est vrai qu'il est un petit peu caricaturé, c'est-à-dire qu'il y a le côté justement où c'est un joueur d'espace extrêmement dangereux. Est-ce que ça t'inquiète quand même le fait de te dire que sans une ligne vraiment parfaite, il peut être un peu en difficulté? Je prends l'exemple d'un Ezekiel Elliott par exemple, qu'on a beaucoup remis en question par rapport à sa O-line. Est-ce que ça peut être ce type de profil-là en NFL? C'est vrai que Travis Etienne, il a plus besoin d'une ligne offensive. Bon, après, tous les coureurs en ont besoin, hein, mais il en a plus besoin que Najee Harris, par exemple. Ça, c'est sûr. Mais c'est quelqu'un qui peut vraiment accélérer, qui est plutôt insaisissable, qui arrive à faire des spin moves, il s'en va. Alors, je ne le trouve pas hyper rapide, mais par contre, une grosse capacité d'accélération. Et puis, par rapport à ce que disait Victor tout à l'heure, effectivement, il a beaucoup d'expérience. Il a joué pendant 4 ans à Clemson, mais il n'a pas été surutilisé. Parce que tu vois, on en parlait des joueurs surutilisés déjà au collège qui arrivent, ils sont un petit peu cramés déjà. Ben lui, pas du tout, il n'est pas cramé du tout. Donc du coup, moi je trouve qu'au contraire, c'est une force, c'est un atout ça pour la NFL. Après, bon, il est capable de courir au milieu, mais c'est pas un running back hyper puissant. Il faut, moi je pense, plus que la ligne offensive, il faut le mettre en duo avec un coureur plus puissant, tu vois. Et si je te prends l'image, par exemple, Alvin Kamara, tu vois, au Saints, Alvin Kamara, il est avec Latavius Murray, qui lui est un powerback, etc. Et du coup, les deux se complémentent très très bien. Et je pense que pour Travis Etienne, c'est exactement ça qu'il lui faut. Et après, voilà, c'est un playmaker. Waouh. Ouais, c'est sûr, ça va être vraiment un joueur en effet intéressant à développer en NFL, parce qu'en plus c'est vrai que tu le disais, c'est vrai qu'il n'a pas été surexploité, alors que paradoxalement il fait ses 4 années pleines à l'université. Il a commencé vraiment en freshman où il a explosé à ce niveau-là, et il a préféré faire son cursus jusqu'au bout. Donc il y a l'expérience et il y a quand même un certain niveau de fraîcheur sur un poste qui encore une fois est crucial. Victor en parlait tout à l'heure d'un point de vue espérance de vie avec des grosses guillemets. Donc c'est vrai que forcément à ce niveau-là ça peut être assez encourageant, parce qu'on se dit qu'il y a une marge de progression qui est quand même significative. Certes en effet il y a ce petit côté prise d'espace nécessaire, mais ça reste quand même un joueur intelligent qui est capable justement de développer un peu plus ce panel de jeu. Côté projection, début deuxième tour, ça vous paraît raisonnable? Oui, ça paraît très très bien, ouais. Début deuxième tour, voire un peu plus tard, quand on en parlait avec Jean-Mi avant, des J.K. Dobbins qui sont tombés en 50, 55, ça me choquerait pas de voir tomber à 50-55 non plus. Ouais. Donc deuxième tour, on va dire, mais pas forcément début. Je dirais deuxième tour globalement. Oui, c'est vrai que si on prenait l'exemple, alors je ne sais pas si on peut mettre forcément Najee Harris et Travis Etienne devant les 3 principaux running backs qui sont sortis l'année dernière. Hein. En l'occurrence, Jonathan Taylor, DeAndre Swift et le 3e, et Thomas J.K. Dobbins. Ah oui, il y avait Edward Zeller aussi, mais c'est vrai que les 4 premiers en l'occurrence. Je ne sais pas où on les classe par rapport à ces 4-là, mais... moi, schématiquement, j'ai Taylor et Dobbins au-dessus, ouais. Et j'ai les 2 autres en dessous. D'accord, ok. Jean-Michel, c'est pareil pour toi? Ouais, à peu près. C'est pas une obligation, attention, il n'y a pas que des questions pièges. Disons que si j'ai réuni les 2 QV, moi je mets quand même Taylor en numéro 1. Et j'ai été très surpris qu'il soit pris si tard. Oui, c'est ce que j'allais dire d'emblée. Ouais. C'est vrai que moi à l'époque ça m'avait quand même un petit peu étonné. Même si lui pour le coup à Wisconsin avait vraiment été pas mal sollicité en l'occurrence. Oui. Mais un peu comme Etienne, il avait développé justement ses aptitudes à la réception lors de sa dernière année.
Et on a vu que ça lui a pas trop mal réussi, même s'il a principalement été utilisé au sol, bien entendu, du côté d'Indianapolis. On termine avec le troisième larron de cette première partie de hiérarchie. Javonte Williams, running back donc de North Carolina, joueur qui fait partie d'un binôme d'enfer du côté de Chapel Hill, mais peut-être le physique, en tout cas, le plus transposable en NFL, Jean-Michel. Vraiment un gabarit assez impressionnant, hein, je le disais tout à l'heure, je retrouve ça tout de suite, mais 1,78 pour 100 kg, c'est un beau bébé, et pas mal d'aptitude, notamment à casser les plaquages. Ouais, bah, tu vois, si tu me demandes un mot, moi, le premier que je te sors, c'est physique. Parce que voilà, comme tu dis, c'est les yards after catch, ou les yards après la course, quoi. Je veux dire, il est très physique, il rentre dans le gars, il le défonce, il continue de courir, il fait des raffus, il fait un cut. Alors c'est pas le gars qui fait plusieurs cuts, changement de direction, hein, mais il en fait un et ça suffit, parce que de toute façon il est très puissant, vraiment très puissant. Moi justement, on parlait de Dobbins, il me fait penser un petit peu à J.K. Dobbins dans ce sens-là. Le gars qui va prendre une brèche et puis c'est bon, il la suit pendant 10-15 yards parce que justement il est très puissant. Il est impressionnant à ce niveau-là. Il n'est pas lent, mais il n'est pas non plus hyper rapide. Mais alors, cette puissance... Ouais, c'est ça. C'est ce qui l'aide, en effet. Tous ces cuts ne sont pas hyper fluides, mais en tout cas, je trouve qu'en termes de changement de direction, c'est quand même un des running backs qui a le profil le plus intéressant, je trouve, à long terme. C'est cette espèce d'alliage, justement, de puissance et de vitesse, pour le coup, hein, parce que je le trouve un peu plus explosif que Najee Harris. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de Javonte Williams, Victor? Je crois savoir, de ce que tu nous as dit en off, qu'il était un peu plus en retrait par rapport aux deux premiers qu'on a cités. Qu'est-ce qui fait que un tout petit peu plus en retrait, c'est vrai. Alors, du coup, si je me fais un peu l'avocat du diable et celui qui va pointer un peu les défauts, même si évidemment, enfin, il n'est pas dans le trio de tête pour rien, hein, il a des qualités extraordinaires, mais je pense que au niveau du jeu de passe, ça a été mieux cette année. Il fait 300 yards en 25 réceptions, mais en fait, quand on regarde en détail, c'est pas des passes très complexes à attraper. C'est pas vraiment quelqu'un qui participe activement au jeu de passe. Après, on va en parler dans les trois suivants. Il y avait un duo très complémentaire dans son université et il se peut qu'on ne lui ait pas non plus demandé de participer au jeu de passe parce qu'il y avait un deuxième running back qui le faisait beaucoup mieux que lui. Oui. Donc peut-être qu'il a été limité aussi par le coaching. Ça, c'est quelque chose à prendre en compte. C'est ça. Je te laisserai poursuivre, mais ouais, en effet, il a moins été sollicité sur le jeu de passe. Par contre, pour le coup, il a plus été sollicité en position goal line. Oui, il fait plus de 20 touchdowns, je crois, de mémoire. Donc, non, c'est sûr qu'il a explosé cette année. Il n'avait pas fait une mauvaise saison l'année dernière, mais enfin, c'était clairement pas, on n'était pas sur les mêmes standards. Hein. J'ai noté, il est passé pour ce que ça vaut, il est passé de 5,6 yards par course à 7,3 yards. Il est passé de 5 touchdowns à 19 touchdowns au sol. Enfin, c'est vraiment une explosion cette année. Il y a toujours la peur du one year wonder parce qu'on sait à quel point c'est volatile, hein, le running back. Il dépend de la ligne, il dépend de circonstances, il dépend d'un certain coaching. Donc, je suis plus rassuré par un Etienne, par exemple, qui a fait 4 ans au haut niveau. Et là, bon, on sait à peu près ce qu'on a. Mais voilà, je pense qu'il y a des vrais paris. Là, dans les 3, 4, 5, 6, on va en parler. Mais il y a des vraies incertitudes. Et c'est des joueurs qui peuvent tous apporter à leur niveau. Et Javonte Williams, c'est peut-être celui qui fera le plus saliver. Parce qu'en effet, c'est un physique, c'est un ancien linebacker. Hein, c'est un physique impressionnant. Oui, après tu disais en effet, à raison, il y a qu'une année. On rappelle quand même que c'est un profil qui a toujours été assez suivi en college football. Hein. C'est un joueur qui, sauf erreur de ma part, est recruté initialement par Ohio State, qui n'a pas réussi à se faire sa place dans le backfield des Buckeyes et qui a quand même réussi à rebondir à North Carolina. Donc on voit que malgré les soubresauts, il a quand même réussi, malgré en effet le jeu au sol assez massif des Tar Heels, à rebondir. Mais c'est vrai que c'est difficile d'occulter ce point précis. Niveau projection, du coup, moi je l'avais en 2e, 3e tour. Oui, c'est ça. Moi, je pense une fin de 2e tour, ouais. Ouais, Puis 3e, ouais. Ouais. Très bien. Bah, écoutez, on va pouvoir passer au 2e trio, alors, messieurs. Les postes de 4, 5, 6. Et bah, justement, restons à North Carolina pour parler de Michael Carter. 1m73, vous avez bien entendu, 1m73. 91 kilos, 1245 yards et 9 touchdowns cette saison pour North Carolina. Je vais en profiter pour parler des deux autres joueurs donc qu'on va évoquer tout à l'heure. Kenny Gainwell, running back de Memphis, 1m80, 87 kilos, 1459 yards et 13 touchdowns. C'était en 2019.
2019, parce que c'est un joueur qui s'est mis en retrait cette année. Et puis on terminera avec Chuba Hubbard, le running back canadien d'Oklahoma State, 1m82 pour 94 kg, auteur de 625 yards et 5 touchdowns cette année. Michael Carter, donc Victor, je te laisse poursuivre ton propos sur Javonte Williams. Du coup, profil totalement différent, avec un profil peut-être un peu moins physique, mais en tout cas des meilleures mains sorties de backfield. C'est ça, alors pour le coup, c'était extrêmement bien complémentaire. Extrêmement bien recruté, parce que là, on peut difficilement faire plus complémentaire. C'est sûr que c'est un petit gabarit. On en a pas mal cette année des joueurs qui sont à 5-9. On va en même parler en running. d'autres. Même en receveur, pardon. Ouais, mais c'est vrai que particulièrement en running back, on en a pas mal des joueurs 5-9. C'est un joueur explosif. C'est un joueur explosif, vraiment. Alors lui, il est agressif, il est volontaire. Moi, j'adore ce joueur. On a l'impression qu'il joue sa vie sur chaque action. C'est un super contributeur en jeu de passe pour le coup. Je pense vraiment qu'il a le potentiel, en fait, lui, pour devenir vraiment cette sorte de double menace. Et il lui faudrait un plus gros à côté, un comité, pourquoi pas avec Javonte Williams, mais je veux dire, c'est un joueur qui suffira peut-être pas à lui tout seul à une équipe, mais dans un comité, il remplit parfaitement son rôle. Vous voulez d'explosivité, vous voulez un joueur qui certes n'a pas forcément de physique, qui certes n'est pas un grand bloqueur, donc c'est pas forcément le joueur que vous allez utiliser sur tous les schémas de jeu, mais au moment où vous avez envie d'un big play, au moment où vous avez envie de faire une screen où tu lui dis écoute, tu te débrouilles comme tu veux, mais il faut que tu arrives à faire 15 yards, tu te faufiles, tu trouves une solution. C'est le genre de joueur à qui tu as envie de donner la balle. Donc c'est un joueur moi que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce joueur. Il est, c'est sûr, très petit par rapport au standard NFL. Mais on en parlera. Il y en a plusieurs comme ça et je pense pas que ça soit tant un problème que ça si le comité est bien construit. Et clairement, aujourd'hui, c'est la mode. Il y a très peu de running backs qui font les 3 tentatives. On est de plus en plus dans des logiques de comité. Et des joueurs aussi explosifs et aussi, on va dire, polyvalents que lui, il n'y en a pas des masses. Qu'est-ce que j'ai envie de finir cette émission là-dessus, Jean-Michel? Victor, oui, c'est beau. Sur un running back, là, j'avoue que. Et j'adore les running backs, mais pas au premier tour. Mais vous avez l'impression que je déteste les running backs. C'est incroyable. Bon, est-ce que Mon tu joueur apprécies préféré autant all-time est un running back, monsieur. J'imagine que tu apprécies autant Michael Carter, qui a crevé l'écran au Senior Bowl notamment. Je parlais de Javonte Williams, belle capacité en effet à casser les plaquages aussi de son côté. Oui, exactement. Et pas par la même chose en fait. Javonte Williams, c'est par la puissance. Lui, c'est plus, comment dire, tu le vois courir, on dirait un petit tracteur. Il mouline. C'est vraiment. Il est pas grand, mais tu vois, il mouline ses jambes. Il va prendre son cut et puis ça y est, c'est parti. Et puis surtout, voilà, il a de très bonnes mains. Donc ça, pour la NFL de suite, c'est une grosse projection. Et voilà. Et effectivement, il casse des plaquages parce que voilà, il prend son trou et puis ça y est, c'est parti. Il est difficile à arrêter. Ouais, il a fait moins de yards en réception que Williams cette année, mais si vous regardez les matchs, vous allez voir que les réceptions qu'il fait, c'est autrement plus compliqué. On parle pas du tout du même type de passe. Et non, tu dis, enfin moi je disais il joue sa vie, mais c'est ça, c'est le mec, il mouline, il gagnera le 2 milliards, il jouera sa vie pour gagner un 2 milliards en plus. C'est les joueurs volontaires dont tu as envie. C'est sûr. La projection, du coup, 3e tour, ça vous va? Ouais, 3e tour. 3e tour, voire fin de seconde s'il y a une équipe amoureuse. Ça me choquerait pas. Mais 3e tour est le plus logique. Très bien. Kenny Gainwell, je vais te laisser commencer par en parler, Victor. Parce que, ce qui est bien, c'est que le trio, là, j'exagère un peu, mais limite il s'en foutait. Alors là, vous allez voir, là, il est à fond. Sur les sleepers, on aurait pu faire une émission spéciale sleeper running back par Victor. Attends, il faut être honnête, on l'a dit, le haut du panier, c'est pas une draft extraordinaire de running back, mais en niveau profondeur, oui, c'est sûr. Elle est sacrément profonde, cette draft. Très clairement, et elle est composée notamment par Kenny Gainwell, dont je parlais tout à l'heure, running back sophomore de Memphis. Alors par contre, pour le coup, je vais te poser une question un peu provoque d'entrée. On parle beaucoup de One Year Wonder. On n'a vu qu'une seule saison de Kenny Gainwell, qui a fait la saison redshirt freshman ébouriffante en 2019, pour derrière se mettre en retrait. Qu'est-ce qu'il
te plaît sur la seule saison que tu l'as vu faire au sein du backfield offensif des Tigers? Vous avez aimé Ja'Marr Chase, vous aimerez Kenny Gainwell avec sa saison historique, puisque c'est vrai qu'il avait fait 2 milliards. C'est vrai que c'est un peu paradoxal. Je reproche à Javonte Williams le fait d'être un one-year wonder et pas à Kenny Gainwell. Alors, c'est pas exactement les mêmes profils de joueurs. Kenny Gainwell, c'est un joueur d'une polyvalence folle. Il a des mains extraordinaires. C'est autant un receveur qu'un coureur. Et pour le coup, c'est un joueur, il pourrait être aligné autant dans le backfield que dans le slot. Ça me choquerait pas. Honnêtement, je peux le voir dans beaucoup de schémas en slot. Il est agressif, il gagne les yards après le contact. Alors plus pour le coup sur la soudaineté comme Michael Carter que sur une puissance physique extraordinaire. Il a paradoxalement pas une vitesse incroyable. C'est vrai que c'est pas ce qui a été première, mais je trouve qu'il a cette capacité qui est difficilement quantifiable ou explicable à magnifier chacune des actions. C'est toutes ces actions, t'as l'impression qu'il va faire 4 yards, et ben il va en faire 6. T'as l'impression qu'il va faire 8 yards, et ben il va en faire 10. Et c'est vrai que c'est un pari énorme. C'est un pari énorme. Il a une saison dans la conférence américaine avec Memphis. On va peut-être se retrouver avec un joueur qui va exploser en vol et on va se rendre compte que c'était juste une année. J'ai conscience du risque, mais à mon avis, le potentiel est très très haut et je pense que c'est le 3e plus gros potentiel de cette draft. Jean-Michel, un très bon running back de Memphis qui sait sortir du backfield, c'est un nouveau Antonio Gibson qui arrive en NFL? C'est vrai que ça fait penser un peu à ça. Après, Gibson est plus puissant quand même, parce que moi, le souci que j'ai avec Gainwell, c'est son gabarit, il est quand même assez léger. Alors, je dis pas qu'il peut pas courir, hein, mais c'est vrai que sa valeur, c'est vraiment, si j'ose parler ainsi, de double menace. Hein, on le dit pour les quarterbacks, mais lui, c'est une double menace au niveau des coureurs. C'est-à-dire, c'est un peu en Austin Eckler, tu vois, des Chargers. C'est-à-dire qu'un gars qui, tu vas utiliser tout autant à la passe que pour courir. Il peut courir, Kenny Gainwell, mais il a un petit gabarit. C'est vraiment pas ton running back numéro 1, c'est pas possible. Par contre, voilà, ce qu'il apporte au niveau de la réception, c'est un sacré plus. Donc, c'est ça qui fait sa valeur. Mais par contre, petit gabarit en termes de poids. Parce que c'est vrai il est léger, voilà. Oui, il est léger. Par contre, il fait 1m80, donc il est plus grand qu'un Etienne, qu'un Williams ou qu'un Carter. Oui, ce qui aide en réception. Mais c'est vrai que pour le coup, il n'a pas une masse comparable aux autres. C'est ça, c'est pour ça que tu peux pas le prendre très haut non plus. Ou alors c'est Christian McCaffrey. C'est Christian McCaffrey. Ah, bah d'accord, allez, ça va, d'accord. C'est bon. Non, je rigole, c'est pas le même corps. C'est de la provoque, c'est pas exactement le même joueur, mais... Non, je dois avouer que moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Et alors, c'est un des rares qui a opt-out pour vraiment des raisons médicales, lui. C'était pas de la stratégie par rapport à la draft. Il a malheureusement, dans sa famille, été très, très, très durement touché par le Covid. Et ça lui a fait très peur, notamment pour, je crois, ses grands-parents et sa mère, si je me rappelle bien. Donc... voilà, donc c'est un joueur qui, pour le coup, a pas réfléchi, il a opt-out avec son cœur et pas en mode mon futur agent m'a dit que ça serait mieux pour ma cote de draft que je opt-out. Très bien. 3e tour aussi? Oui, je pense sa capacité dans le jeu aérien fera qu'il partira, je pense, au 3e tour. Ouais. Si c'était que pour la course, ça serait plus loin. Hein, mais Ouais, je pense 3e tour parce qu'il y a forcément quelqu'un qui va tester le potentiel. Le dernier joueur, donc, Chuba Hubbard, running back d'Oklahoma State, joueur absolument délirant en 2019. Je vais exagérer, mais en tout cas, il n'était pas très très loin du Heisman Trophy, quand même, le titre de meilleur joueur universitaire. Ça a été beaucoup plus poussif en 2020, à l'image de l'attaque notamment. On sait qu'il y a des problèmes de quarterback, notamment du côté des Cowboys. Jean-Michel, comment tu l'expliques ce double visage, on va dire, de Chuba Hubbard justement sur les 2 dernières campagnes, j'allais dire au-delà de la simple saison des Cowboys, même si elle peut être très clairement en corrélation. Justement, j'ai du mal à l'expliquer. Parce que franchement, s'il s'était présenté l'année dernière à la draft, il partait dans les premiers running backs. Ça a été un des plus grands perdants d'un retour. Autant, par exemple, Najee Harris a doublé son nombre de TD, autant lui, ça lui a porté préjudice. Ouais. Exactement, parce qu'il est grand, il est puissant, il est agile, il est athlétique, il a vraiment tout ce qu'il faut. Et du coup, on n'a pas compris en 2020 qu'est-ce qui s'est passé. Il n'avait pas du tout la même production. Il n'arrivait pas à finir ses courses. Il a même été benché. D'autres running backs ont performé avec Oklahoma State. Enfin, C'était vraiment très surprenant. Et non, malheureusement, j'ai pas la réponse. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
Il a dit qu'il a été blessé, mais après, on ne sait pas si c'est plus pour se justifier ou si c'est réellement il a eu des problèmes physiques ou pas. Donc, c'est difficile à évaluer. Hein. Juste pour savoir votre avis, messieurs, d'un point de vue vitesse, qu'est-ce que vous en pensez de Chuba Hubbard? Ben, c'est pas le plus rapide, mais moi je trouve qu'il a ce côté agile qui vraiment lui permet des changements de direction et d'avoir suffisamment d'explosivité. Je dis pas non plus que c'est le gros explosif. Disons qu'il n'a pas une qualité vraiment élite au-dessus du commun, mais il a quand même un mix de tout qui fait que moi, j'ai pas d'inquiétude au niveau. Ouais, je suis assez d'accord. Il a la vision et les mouvements pour. C'est pas le plus rapide, c'est pas le plus lent, mais je pense pas que ce soit préjudiciable. Moi, c'est ça qui me fait un peu peur avec ce profil-là. Encore une fois, ça reste un joueur extrêmement coté de par ce qu'on en a vu, notamment lors de sa saison sophomore, la fameuse saison 2019 dont je parlais. Mais est-ce qu'il y a vraiment un critère qui va faire qu'on va se dire qu'il est au-dessus du lot? Et est-ce que ça va pas être, entre guillemets, juste le running back besogneux, presque le running back 2 qu'on va sortir éventuellement du chapeau quand vraiment il y a un joueur blessé ou quoi que ce soit? C'est la zone d'ombre pour l'instant, à mon sens. J'aurais presque pu le mettre en énigme, mon énigme perso. Mais c'est là, en l'occurrence, où je sais pas du côté de Chuba Hubbard. Il n'y a pas un critère, en l'occurrence, où je me dis waouh. Moi, c'est les là où c'est fumbles qui me paradoxal. font peur, par contre. Comment? Moi, je trouve qu'il protège pas bien sa balle. Oui, il y a eu des soucis de fumbles, ouais. et quand on les regarde au ralenti, on voit qu'il pose pas bien son bras. C'est pas des fumbles parce que les mecs sont particulièrement venus le boxer. C'est parce que le placement de balle est parfois un peu difficile. Donc ça, c'est quelque chose à suivre aussi. Ça se coach, mais c'est quelque chose à prendre en compte. Bon, bah écoutez, du coup, 3e, 4e tour? 4e, moi, je dirais. Ah ouais, pas avant 4e, je pense. Parce que 4e, et il peut même tomber en 5e si ouais. le consensus commence à partir. Ah, Ouais. ça fait rêver. C'est notre top 6, messieurs. Il va y en avoir des bonnes affaires. Mais le truc, c'est que honnêtement, entre la 6e et la 15e place, t'as 10 joueurs c'est très qui, homogène, selon ouais. les préférences des équipes, sont interchangeables. Honnêtement. T'as plein de profils différents, et même, on va le voir dans les joueurs sûrs, dans les énigmes, on va parler de joueurs qui sont top 15. C'est totalement interchangeable. Mais Hubbard, on a le cas de figure où personne n'y croit et finit au 5e tour. Et on a le cas de figure où un mec tombait amoureux en 2019 et il dit 2020 c'était juste un accident et je le prends en fin de 3e tour. Donc c'est très aléatoire. C'est un joueur qui peut vraiment être très aléatoire dans le choix selon comment on l'analyse. Ouais, non, c'est ça. Ça va être vraiment un profil très, très atypique, très polarisant entre guillemets, et peut-être plus un joueur à utiliser avant tout dans la prise de vitesse sur de la zone, par exemple. Typiquement, on sait que ça se fait de plus en plus. C'est un joueur qui, à l'instar peut-être d'un Etienne, va avoir besoin en effet d'espace de manière un peu plus prégnante que les autres pour vraiment réussir à faire des différences. Donc à surveiller en l'occurrence. On a fait le tour donc sur le top 6 de ce plateau. On enchaîne dès à présent avec les valeurs sûres, les énigmes et les pépites. Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast. Et on commence donc par les valeurs sûres à présent, avec la valeur sûre de Jean-Michel, un nom dont vous avez sûrement entendu parler. Jarrett Patterson, running back de Buffalo, 1m75, 88 kg, 1072 yards et 19 touchdowns, coéquipier donc de Jordan Avicé, lineman défensif français des Buffalo Bulls. Jean-Michel, alors on parlait un petit peu tout à l'heure de Michael Carter, hein. C'est presque les mêmes armes, c'est-à-dire qu'on a vraiment un profil petit, mais très costaud. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Et pourquoi moi je le mets en valeur sûre déjà, c'est parce que ça fait 3 saisons qu'il produit. Alors ok, c'est Buffalo, c'est la conférence MAC, c'est pas la meilleure des conférences, mais bon, j'ai ses stats sous les yeux là. En 2018, il fait 1000 yards au sol, en 2019, il fait 1800 yards au sol, en 2020, il fait 1000 yards au sol, en seulement 6 matchs. Il inscrit 19 touchdowns. C'est un joueur qui est quand même assez vif, avec de bons cuts. C'est un joueur qui sait être patient aussi. Alors c'est pas une flèche, c'est pas lui, c'est pas le plus rapide, c'est pas non plus un très gros gabarit. Contrairement à d'autres joueurs dont on a parlé, c'est pas un joueur qui a de très bonnes mains non plus.
Mais pour moi, c'est une valeur sûre de ce qu'il a montré pendant 3 ans, de par son jeu. Tu sens que c'est le coureur fiable que tu mets dans un comité. Il te fera pas 1 milliard dans la NFL dans la saison, mais tu le mets dans un comité, il te fera ses 500 yards et 5 touchdowns. Et moi, j'ai aucun doute sur sa réussite en NFL. Victor, un avis sur J-Pat? Non, je pense que vous avez tout dit. C'est vraiment, pour le coup, voilà, c'est un petit gabarit. On va en voir pas mal. Il est explosif, il est soudain. Après, je sais que certains l'éliminent carrément parce que petit gabarit plus, tu l'as dit, conférence Mac, pour certains, ça fait trop d'énigmes. Moi, je pense pas. Moi, je suis d'accord pour le classer dans les valeurs sûres. C'est un joueur qui produira, alors peut-être pas à un niveau démentiel, mais ça peut être un très bon contributeur en NFL. Un bon 5e tour? Oui, pas avant. Oui. Oui. Ouais. Peut-être même 6e, mais ouais. D'accord. Victor, on passe à ta valeur sûre. Khalil Herbert, running back de Virginia Tech. 1m75, 93 kg, 1183 yards et 8 touchdowns en 2020. Joueur qui s'est relancé après avoir quitté le prestigieux, ironie, programme de Kansas. En tout cas, il s'est bien relancé à Virginia Tech, avec une excellente ligne offensive malgré tout. Mais je parlais tout à l'heure d'excellents running back dans un système de bloc en zone. Ça peut en être un. Oui, tout à fait. C'est un joueur, donc en effet, qui a du coup 5 ans en université, puisqu'il a fait 4 ans à Kansas avec un départ tonitruant en milieu de 4e année. Donc c'est sûr que c'est un joueur qui est plus vieux, forcément. Hein, il a joué 5 ans. C'est un joueur qui a jamais non plus eu une production statistique folle, mais c'était un bon joueur qui a prouvé à Virginia Tech qu'il pouvait être vraiment au-dessus de ce qu'on attendait. Que ce soit au niveau de la vision, que ce soit le côté explosif, le côté playmaker. Je pense qu'en équipe spéciale, ça peut être un excellent contributeur et ça joue dans les 5e tours, dans les 6e tours, dans les 4e tours. On évalue la possibilité des joueurs de contribuer en équipe spéciale. Par contre, je dis tout de suite, son vrai problème, c'est qu'il est inexistant en jeu de passe. Alors, vous cherchez pas, il est inexistant. Il a fait... alors, c'est assez incroyable, parce qu'il a joué donc 5 saisons pour un magnifique total de 34 réceptions pour 297 yards et un touchdown. Vous ferez le ratio, mais on est sur du haut niveau, on est donc sur du 60 yards la saison. Après, on va dire clairement, il jouait pas dans des attaques très portées sur le jeu aérien. Hein. Non, il fait 180 yards à Virginia Tech la dernière année. Donc c'est sûr qu'il n'était pas... de toute façon, l'attaque de Kansas, elle est portée ni sur la course ni sur la passe. Hein, elle est portée sur la défaite, mais globalement... Non, mais désolé s'il y a des fans de Kansas, je pense pas que ça existe. On est sûr qu'ils sont nombreux à nous écouter. Oui, c'est sûr. Pardon à Kansas FR, si jamais il existe. Non, globalement, voilà. C'est un joueur qui n'a qu'une seule utilité, c'est courir. Mais il le fait bien, donc encore une fois. Running back numéro 2 dans un comité. Si le premier est un joueur polyvalent et bon en réception, ça fait sens. Très bien. Du coup, Jean-Michel, ton avis sur Khalil Herbert et ta projection éventuellement? J'ai rien à rajouter. Ouais, moi je dirais 6e tour. J'ai rien à rajouter parce qu'effectivement, il a pas de main du tout. Par contre, il est assez athlétique, ça j'aime bien. Donc, c'est quand même quelqu'un qui sera drafté, qui peut faire quelque chose à la NFL. Il a une certaine explosivité tout de même. Donc, mais ouais, il a pas de main. Victor, 6e tour? Oui, 6e tour. Très bien. Très bien. Et ben, ma valeur sûre, c'est Ramondre Stevenson, running back d'Oklahoma. 1m80, 103 kg, vous ne le voyez pas, mais Jean-Michel imite Hulk. Et oui, puisqu'on a un profil... Là, tu veux du physique, tu vas en avoir. 665 yards et 7 touchdowns cette saison malgré tout, parce que c'est un joueur qui, un petit peu à l'image des running backs d'Oklahoma ces derniers mois, avait pas mal de soucis physiques, notamment. On sait que c'est le cas aussi du joueur d'Ohio State, Trey Sermon, qui lui aussi est passé par Oklahoma, notamment l'année passée. Ramondre Stevenson, voilà, on est dans le profil vraiment déménageur. Mais pas uniquement bulldozer. C'est-à-dire que pour ceux qui veulent avoir un aperçu, même si la défense de Florida cette année a été ce qu'elle a été,
c'est-à-dire assez inquiétante sur certaines rencontres, dont le Cotton Bowl, il me semble, je crois que c'était le Cotton, disputé face aux Sooners. Il avait vraiment mis au supplice la défense de Florida, avec non seulement du physique, de la vitesse, des moves assez impressionnants, une capacité forcément à casser les plaquages, notamment avec des raffus assez impressionnants. C'est un joueur qui, s'il est en forme, peut prendre feu très vite. Voilà. En plus, dans le système d'Oklahoma, au niveau du bloc, c'est pas celui qui m'inquiète le plus. Donc très franchement, c'est un profil que je vois assez complet. Je le répète, forcément, il y a cette incertitude. Je crois qu'il est passé en junior college également pendant une partie. Il a dû se relancer par le JUCO. Donc voilà, un parcours avec pas mal d'embûches malgré tout, que ce soit physiquement ou d'un point de vue cursus. Mais vraiment, c'est un joueur qui est sûr de sa force et qui, dans un backfield, que ce soit en comité ou même à terme solo, parce qu'encore une fois, c'est un 81, c'est quand même un profil assez intéressant. C'est pas le plus rapide, très clairement, mais je le dis, il a quand même cette capacité à lire les espaces et à les exploiter à merveille en utilisant son physique comme il se doit. Donc voilà, c'est ce qui en fait pour moi une valeur sûre. Franchement, c'est peut-être risqué, encore une fois, de par les paramètres que j'ai évoqués. Je le vois pas descendre au-delà du 5e. Mais en fait, il y a quelque chose qui va jouer pour lui, c'est que c'est un profil qu'on voit de moins en moins. C'est-à-dire que la rareté fait la valeur. Des joueurs petits, explosifs, etc., il y en a plein dans cette draft. Je te coupe, pour les comparaisons, il me rappelle beaucoup les Garrett Blount. Exactement. C'est là-dessus que j'allais partir. C'est le Garrett Blount. C'est pas la vitesse. Moins Cassos, on espère pour lui. Ouais, mais c'est pas la vitesse, c'est un impact sur le jeu de passe qui est imité, mais par contre, quelle puissance, c'est vraiment lui pour le coup. Enfin voilà, aujourd'hui, si on fait la liste des tout premiers running backs, des petits running backs à 5'9", 5'10" qui font 200 livres, il y en a plein. Par contre, des joueurs comme lui qui font 240 livres, il n'y en a pas beaucoup. Donc, je pense qu'en effet, ce qui va faire monter sa valeur, c'est cette rareté. Parce que dans les comités aujourd'hui, il y a beaucoup de petits joueurs. Et parfois, il manque ce gros bulldozer que tu vas mettre en 3e et 1 et qui va venir écraser tout le monde. Ben, c'est lui. Et c'est un joueur que j'aime beaucoup. Ouais. Jean-Michel, ton avis sur Ramondre Stevenson ? Moi, ça me paraît un petit peu haut quand même, 5e tour. Mais alors, c'est un buffle, et c'est vrai que c'est pas qu'un buffle, il a aussi une explosivité qui est surprenante vu son gabarit. Mais je pense que c'est quand même limité. Moi, il me fait penser à Gus Edwards, par exemple, des Ravens, c'est-à-dire vraiment le joueur très puissant, mais que tu utilises quand c'est une 3e et courte ou en situation de goal line. Alors, c'est précieux, mais c'est quand même... je dis pas, peut-être que ce sera un 5e tour. C'est pas le genre de profil qui t'enthousiasme plus que ça. Non. Ou alors tu prends les deux, tu prends Jared Patterson et lui, allez, comme ça tu as un bon duo, mais ouais. Pourquoi pas ? Écoute, s'il y a une équipe, encore une fois, qui a deux 5e tours, qui a deux 5 et 6e tours à utiliser, ouais. N'hésitez pas, le fameux duo Patterson-Stevenson à suivre de près. Voilà pour les valeurs sûres. On passe aux énigmes à présent, et il y a des cas assez passionnants. Victor, notamment, parle-nous de ce running back de Michigan, Chris Evans, coureur des Wolverines, 1m80, 98 kg. La saison 2020 est assez maigre, 73 yards pour un touchdown. Avant, il y a eu des saisons quand même à 500-600 yards avant ça. Pas mal de tumultes, des questions de suspension notamment. C'est un profil très très difficile à évaluer à l'orée de cette draft. C'est ça, il a fait des saisons 2016, 17, 18 qui étaient intéressantes. 2019, il a été suspendu, non pas pour des raisons sportives, mais une suspension académique. Donc c'était plus par rapport à son comportement ou ses résultats, mais à l'école, pas au niveau du football. C'est quelqu'un qui louchait sur la feuille d'à côté, non ? Et à mon avis, c'est ça, c'est quelque chose comme ça. Enfin, et en 2020, c'est vrai qu'est-ce que c'est de la punition ou est-ce qu'ils voulaient juste voir ce qu'ils avaient à côté, ils ne l'ont pas beaucoup utilisé. Donc on parle d'un joueur qui globalement, depuis 2 ans, n'a pas joué. Ce qui est une bonne nouvelle en termes de durabilité. Ça veut dire qu'il n'est pas trop cassé. Mais il a tout compris, hein. Il a tout compris. C'est son agent, non ? C'est sûr que... Non, mais il est explosif, il feinte bien, il prend les gardes après le contact, il est polyvalent. C'est un peu le joueur qui est bon partout, ou à peu près partout,
mais excellent nulle part. Et ce qui explique un manque de production. Il n'a pas une production extraordinaire, il n'a pas une vitesse qui va te faire émerveiller. Il a un très bon physique, mais tu vas pas non plus être émerveillé. Donc voilà, je pense que c'est le joueur running back 2 ou 3 dans un comité. Mais peut-être vraiment, alors lui, comme on l'a pas vu depuis 2 ans, qu'on va se rendre compte qu'il s'est développé à mort. Et notamment, bon, j'ai pas souvenir que Michigan soit une usine à running back. Donc est-ce qu'il a été utilisé parfaitement? Je sais pas non plus. On n'est pas à l'abri qu'il explose totalement en NFL parce qu'il a tout ce qu'il faut en termes de standard NFL. Et je serais pas surpris de voir, peut-être pas la première année, mais se frayer une place et devenir un membre éminent d'un comité. Ouais, les coureurs de Michigan ces dernières années, c'est pas... Non. c'est pas... En tout cas, depuis l'arrivée de Jim Harbaugh, ça saute pas aux yeux tout de suite. C'est sûr. Jean-Michel, est-ce que tu as un avis sur Chris Evans? Bah, je suis scotché, moi, par cette déclaration d'amour, là, c'est... Ah ouais, c'est... Waouh. Il a tout ce qu'il faut, ok, d'accord. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un coureur comme il y en a 150 tous les ans, mais bon, pourquoi pas, hein, Ok, d'accord. Moi, ma projection, ça serait undrafted, hein, mais il y a un profil athlétique qui peut plaire. Ça, je suis d'accord là-dessus. C'est presque limite ce qui le sauve, en effet, de par les nombreuses péripéties qu'il a connues ces derniers mois. Mais bon, il a quand même une certaine cote. Du coup, en projection, ça te donne quoi pour toi, Victor? Ça donne 7e tour. Mais même s'il finit undrafted, je pense qu'il trouvera un camp. Mais encore une fois, une énigme, ça porte son nom, et je pense que c'est ce genre de joueur, je sais pas, je sens que ça peut exploser. Ça fera peut-être pchit, comme disait notre ancien président, mais j'ai envie d'y croire. Je sais pas, j'ai vu des choses sur les vidéos qui m'ont plu. J'ai aimé sa vision, j'ai aimé ses cuts, j'ai trouvé que c'était bien. C'est quand même le 3e running back dont il nous vante les mérites. Et vous avez jamais intérêt à dire que j'aime pas les running backs. Bah ouais, non mais là franchement tu tords le cou à des rumeurs infondées. Bravo Victor. Mais en tout cas, profil à surveiller. Non mais je te rejoins, c'est vrai que ça va être une énigme assez particulière, et je le répète, le profil quand même physique et athlétique du bonhomme peut quand même en intriguer plus d'un. C'est sûr. Il y a toujours des esprits qui s'imaginent plus intelligents que les autres, donc avoir ce type de profil, ça peut leur plaire. Alors, changement de décor, Jean-Michel, Javian Hawkins, running back de Louisville, 1m75, 89 kg, 822 yards et 7 touchdowns cette année, en s'étant mis en retrait d'ailleurs plus tôt que prévu, me semble-t-il. Donc les stats pourraient être un peu plus étoffés encore. Joueur qui a pleinement explosé, notamment avec l'arrivée du nouveau coaching staff du côté des Cardinals. Qu'est-ce qui te plaît chez lui, chez ce profil un petit peu couteau suisse? Mais c'est parce qu'il est rapide, très explosif, beaucoup d'accélération. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Alors oui, il est très léger, il n'est pas physique du tout. Les contacts à NFL, ça va être un problème. C'est pas du tout un coureur que tu prends comme numéro 1, même pas comme numéro 2, mais comme numéro 3. Par contre, c'est le type de gars qui, sur, on va dire 5-6 matchs dans la saison, et ça compte, il va te sortir 5-6 gros matchs, parce qu'il est capable de vraiment faire... il va te mettre 2 touchdowns dans un match, il va te faire 100 yards dans l'autre. Aptitude à retourner les côtés pour toi? Ah oui, je pense, oui, parce que justement, dans les cuts, etc., il apporte beaucoup. Il est très vif en changement de direction, en explosivité. Il manque de régularité, c'est pas du tout un coureur qui va peser. Mais par contre, voilà, il a ce côté playmaker, explosif. Pour moi, il a une place. Moi, c'est le type de gars à qui je fais une place. Je sais que ça sera pas un contributeur sur tous les matchs, mais je sais que voilà, sur quelques matchs de la saison, il va apporter quelque chose. Victor, Javian Hawkins? Moi, c'est un joueur que j'aime bien, mais qui m'énerve. Il m'énerve parce qu'il a trop vouloir chercher de big play. Il est impatient, et de temps en temps, il va chercher absolument à contourner tout le monde pour aller gagner le truc de 45 yards. Sauf qu'au lieu de gagner tes 5 yards en prenant ton petit espace, il va en perdre 3 parce qu'il a voulu jouer au plus malin. Donc c'est ce genre de joueur, il faut le canaliser. Il y a du talent, mais il faut le canaliser. Et il va falloir qu'il soit un peu plus patient. Et en effet, le problème, c'est résistance à impact, quoi. On a vraiment l'impression qu'à chaque fois que quelqu'un touche, boum,
ça explose. Je sais pas, j'ai un moment, essaye de rester sur tes jambes, essaye d'absorber l'impact, parce que là, ça peut pas aller. Il fait la même taille et le même poids que Patterson. Patterson encaisse beaucoup mieux, donc il y a un moment, je sais pas, baisse ses épaules et va dedans, quoi, parce que on a vraiment l'impression d'une boule de bowling, d'une quille de bowling qui se fait renverser à chaque action. C'est sûr qu'en NFL, ça peut rapidement être problématique. Hein. On est d'accord. Javian Hawkins, Jean-Michel, projection pour toi ? Je dirais, c'est un peu comme tous les autres gars, je dirais à partir du 6e tour. C'est quelqu'un qui part de loin, mais après, ça dépend dans un bon système. Tu vois, par exemple, quand tu penses aux 49ers, que tu vois Raheem Mostert. Ouais, Lui aussi, il partait de loin, mais il est explosif, il est joueur. rapide, et tu le mets dans un comité, et Raheem Mostert, il est capable de te faire 5-6 matchs dans la saison où il explose tout. On va croire qu'on en parle à chaque fois, mais les Niners, quand tu sais que Shanahan, il aime bien drafter des running backs très bas et les développer, là, c'est une draft pour lui. Hein. Ouais. Surtout qu'ils ont besoin de... Enfin, ils ont besoin. Ils seraient pas contre un renouvellement au niveau du backfield offensif. Je pense que je serais pas étonné qu'il aille nous chercher 2-3 running back dans le plateau global. Ils vont jouer en personnel 50, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, tu vas voir le backfield, tu vas voir 5 mecs derrière un quarterback. Devinez à qui je donne le ballon. À voir. Donc, en tout cas, Javian Hawkins, très profil à surveiller de près. En tout cas, possible bonne affaire. Pareil, énigme / possible bonne affaire en fonction de ce qu'on veut en faire en NFL. On va terminer avec les énigmes, avec le cassos du podcast, j'ai pas peur de le dire, Pooka Williams, running back de la prestigieuse, ironie, Université de Kansas, 1m78 pour 77 kg, 196 yards et 2 touchdowns pour les Jayhawks en 2020, sachant qu'il s'est mis en retrait très très tôt, en l'occurrence. En se rendant compte globalement qu'il n'y avait pas de ligne du côté de Kansas, hein, il s'est dit est-ce que ça vaut le coup de continuer. Alors, on va dire que on va dissocier le sportif du bonhomme. On va dissocier l'artiste de l'œuvre. C'est ça, exactement. Il y avait Céline, maintenant il y a Pooka Williams. Donc voilà. Et puis on sait que les franchises NFL ne le font pas du tout. Donc excellent sportif, personnalité un peu plus douteuse. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est très petit. J'ai donné ses mensurations. C'est petit. C'est un joueur qui n'a pas un gabarit monstrueux. 1,78 pour 77 kg, on va dire qu'il est plus frêle que petit en l'occurrence. C'est pas le plus grand du plateau, mais en tout cas, c'est plus son gabarit à terme qui risque de poser problème là encore en NFL, de par la problématique qu'on évoque assez régulièrement pour ce poste. Mais c'est un joueur qui a des cuts, qui a des mouvements, une rapidité assez phénoménale, et qui peut être en effet capable de prendre feu sur certaines parties. Le grand problème, c'est que c'est un joueur dont il va falloir savoir s'il est gérable pour une franchise. Alors peut-être qu'Andy Reid du coup va le récupérer, vu qu'il aime bien s'occuper des cas un petit peu particuliers dont personne ne veut et qu'il arrive à peu près à remettre dans le droit chemin. Mais oui, en l'occurrence, faudra pas être un jeune coach inexpérimenté, je pense, pour pouvoir réussir à tirer le meilleur de Pooka Williams. Très clairement. Pour moi, il a le profil d'un undrafted. Je serais quand même pas étonné qu'une franchise aille le chercher au moins en 7e tour, histoire d'être sûr de pouvoir avoir la main sur lui et de tenter de l'incorporer au système offensif. Mais Pooka Williams, c'est un gros point d'interrogation, une énorme énigme, notamment de par la personnalité du bonhomme. Il y a eu des soucis de comportement sur le programme, au sein du programme et en dehors. On sait qu'il y a eu des soucis de violence domestique, notamment qu'on fait qu'il a été suspendu en 2019. Donc c'est difficilement occultable, mais encore une fois, je suis un peu obligé d'en parler quand on sait que souvent pour les franchises NFL, le sportif prévaut par rapport à tout le reste. Ça me paraît assez compliqué de ne pas évoquer son profil qu'on risque éventuellement de retrouver dans la Grande Ligue. Victor, Jean-Mi, une réaction ? Ouais, mais comme tu as dit en fait, moi j'aime bien, il est explosif, ça c'est vrai. Donc après, c'est pas non plus une explosivité folle, on en trouve d'autres qui peuvent faire la même chose. Mais il est explosif. Ouais, on n'a pas tout expliqué sur Khalil Herbert, mais nul doute que c'est notamment son développement du côté de Kansas qui a poussé Herbert à partir à Virginia Tech. Ouais, c'est un bon joueur. Mais après, voilà, moi je pense qu'il sera pas drafté parce que en raison du profil humain. Ouais, moi je suis assez d'accord. Déjà, je suis pas fan du joueur de base. Les yards après contact, il y en a pas. Les fumbles, il y en a un peu trop. Je suis pas emballé. Et en plus, on l'a dit, c'est une draft ultra profonde. Il y a au moins 40 coureurs qui sont bons.
est-ce que tu vas aller, pardon, hein, mais t'emmerder à prendre au 6e ou au 7e tour un cas social qui va frapper... Il y en a qui aiment bien. Hein. Il va frapper la première modèle Instagram qui acceptera d'avoir un rendez-vous avec lui. Non, franchement, enfin... à part à être à Washington et être couvert par Snyder, je vois pas comment il fait 2 ans à NFL sans problème. Je vois pas d'autre alternative. Non, je vois pas une équipe prendre le risque. Très bien. Oui, non, mais c'est très clairement. C'est une énigme et c'est pour ça que je le mets en avant. C'est que, ouais, pour moi, il restera undrafted. Mais je serais tout sauf surpris de le voir son nom appelé à la fin du mois d'avril, voire début mai en l'occurrence. On termine en l'occurrence avec les pépites. Jean-Michel, je te laisse commencer par un joueur dont on nous avait déjà parlé dans un précédent podcast draft, CJ Marable, running back de Coastal Carolina, 1m80, 86 kg, 887 yards et 12 touchdowns, je vais y arriver, avec des Chanticleers qui ont marché sur l'eau en 2020. Qu'est-ce qui te plaît tout particulièrement avec Marable et qu'est-ce qui peut surprendre dès son arrivée en NFL? Oui, j'ai pas été original sur ce coup, on en avait déjà parlé, mais c'est parce que je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Qu'est-ce qui me plaît? Il me plaît que c'est que dans sa course, il est très vif. Quand il porte le ballon, il est très vif avec des changements de direction, que ce soit pour prendre la profondeur ou même en situation de goal line pour prendre la bonne brèche qu'il faut pour faire le peu de yards qu'il y a pour marquer le touchdown. Il est très vif, j'aime beaucoup. Et puis tu vois, tu viens de donner ses stats, mais presque tu aurais oublié la stat primordiale. Il a marqué 7 touchdowns en réception. C'est en plus, voilà, un coureur, comme il y en a beaucoup cette année finalement, un coureur qui a cette capacité-là à être un contributeur dans le jeu aérien, et ça c'est très important. Donc voilà, moi j'aime beaucoup CJ Marable. Alors il n'a pas le gabarit, il n'a pas ci, il n'a pas là, c'est pas un coureur numéro 1, peut-être pas numéro 2, c'est plus un gadget, quelqu'un que tu vas utiliser un peu comme Jalen Richard aux Raiders par exemple, vraiment. Mais il attrape très bien les ballons et puis il est très vif, moi je pense qu'il a une place à NFL. Tu prends l'exemple de Jalen Richard par hasard, on est d'accord. Hein. Oui, c'est une équipe que je suis pas du tout, donc ouais. D'accord. Victor, t'as un avis sur Marable ou pas? Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est vrai que l'amour de Jean-Michel pour Coastal Carolina cette année est assez incroyable. Hein. Oui, on rappelle qu'il y a Taron Jackson notamment dans ses autres chouchous. Ouais. Ah mais à tout moment je m'attends à voir derrière lui un poster de 1 mètre sur 2 de Grayson McCall. Non, mais là les auditeurs le voient pas. Quarterback de Coastal Carolina, je précise. Ouais, quarterback qu'on verra l'année prochaine ou dans 2 ans, mais qui fera parler, moi j'aime beaucoup. Non, Marable j'aime beaucoup. Marable, je pense, c'est vraiment le joueur qui partira au 6e ou 7e tour. Personne ne prendra le risque qu'il ne soit pas drafté parce qu'il a tout ce qu'on aime pour un coureur moderne. En effet, il apporte à la course, il apporte en réception, il est propre dans tout ce qu'il fait. Il est peut-être pas, c'est pas un joueur qui va faire une différence incroyable, c'est pas un phénomène, mais il fait tout bien. Et il exploite son potentiel au maximum. Moi, j'aime bien ce genre de joueurs qui, en plus, viennent... En général, quand tu viens... Alors, c'est peut-être... c'est en partie faux, parfois, ce que je dis, mais quand tu viens d'une petite université, la plupart du temps, les mecs, quand même, ont dû se battre pour être reconnus au niveau national. T'es pas une star d'Alabama dès la première année. Et ce genre de joueur qui se bat, qui travaille plus que les autres et qui finit par être reconnu, bah, je vois pas pourquoi ça marcherait pas dans un vestiaire en NFL. Très bien. Ouais, tu rejoins un peu la projection de Victor, Jean-Michel, 6-7, ça te paraît bien? Oui, ça sera vers là. Oui, évidemment, c'est vers là. Après, il ne faut pas oublier que c'est quand même un gars qui contribue depuis 3 saisons. Hein, et vraiment, il est très, très solide. Mais oui, vu son gabarit, vu sa spécificité, c'est vraiment... Le gadget, c'est un mot peut-être un peu exagéré. Mais bon, ça sera ça son utilisation lors des matchs. Donc oui, je pense que 6e, 7e. Expérimenté et varié, donc de vertus qui t'intéressent tout particulièrement chez le profil de Caroline. On passe à Victor à présent, un profil un peu plus physique. Larry Rountree, le 3e de Missouri, 1m78, 98 kg, 972 yards et 14 touchdowns au sein du backfield offensif des Missouri Tigers. On parlait d'expérience avec Marable du côté de Rountree. On a de quoi faire quand même au niveau de cette équipe des Tigers. Oui, on a 4 saisons à très haut niveau. Il fait quand même 3720 yards, même si on compte la réception, 4009 yards et 40 touchdowns en 4 ans. Donc c'est plutôt pas mal. Il a quand même, je veux dire, être à Missouri dans la SEC, c'est-à-dire avoir le calendrier de la SEC alors que tu es dans une université qui est loin d'être la meilleure,
c'est pas un cadeau. Hein. Pour produire à Missouri, il faut se donner. Ouais. Et c'est un joueur dont on parle très peu, je trouve. Je suis assez étonné. Alors qu'il a une bonne vision. Il a quand même une très bonne accélération pour son gabarit. Il a peut-être pas une vitesse long terme, une vitesse pure extraordinaire, mais il a une bonne accélération, un bon premier mouvement. Et je trouve qu'il pourrait en faire plus. Et bien coaché, je pense qu'il va en faire plus. C'est-à-dire qu'avec le physique qu'il a, il doit mieux bloquer. Et il doit provoquer plus de plaquages manqués. Je trouve il est encore brut, malgré 4 ans d'expérience. Ouais. Est-ce que c'est le fait d'être à Missouri? Je ne sais pas. Il y a eu des changements de coaching staff aussi du côté de Missouri, oui. C'est pas occultable. Ouais. Non, c'est sûr. Et du coup, je me dis que bien coaché, ça peut devenir le joueur puissant du comité. Et j'aimerais bien voir ça, parce que je pense que voilà, il sera pris pareil, 6e, 7e tour, mais il peut apporter une vraie valeur, je pense, dès la 2e, 3e année, si ça se développe bien. Michel, ton point de vue sur Jean-Michel, pardon, ton point de vue sur Roundtree. On rappelle, il a joué donc avec Drew Lock lors des premières années du quarterback des Tigers. Après, en effet, malgré le changement de quarterback et de coaching staff dont on parlait, il a continué de performer. Ouais, c'est un joueur solide. Tu vois, on parlait de Marable comme le running back 3. Lui, Roundtree, c'est vraiment le running back 2. Lui, tu le mets en numéro 2 derrière un autre joueur, peut-être quelqu'un qui a un peu plus des compétences aériennes ou qui est un peu plus dans la rapidité, et ça fait de suite l'affaire. Tu vois, c'est un peu comme un Darrell Anderson aux Rams. Tu vois très bien que c'est pas le numéro 1, d'ailleurs ils ont pris Cam Akers pour faire le numéro 1, mais c'est quand même un très bon running back aussi, Anderson, et c'est un peu ce profil-là. Ouais, moi j'y crois à Roundtree, en plus on l'a vu au Senior Bowl, il a été très bon au Senior Bowl. Non, c'est un bon joueur. On reste sur du 6-7 ? Ouais, ça sera quand même là. Il n'a pas un trait vraiment qui te fait dire ouais, au 4e je le prends. Mais je pense qu'on le verra en NFL sur les terrains le dimanche l'année prochaine. Très bien. Eh bien, écoutez, je vais terminer cette chronique pépite également en trichant avec un joueur dont j'avais déjà parlé dans un précédent podcast. Ma cote de 1AA, la deuxième entre guillemets division universitaire. Jamin Martin, running back de North Carolina A&T, 1m78 pour 94 kg, 1246 yards et 20 touchdowns en 2019 en l'occurrence, puisqu'il n'a pas joué avec A&T cette année. On rappelle que la FCS joue au printemps cette saison, donc forcément il fallait s'annoncer en amont. En l'occurrence, si on cherche un profil, ça va rejoindre un petit peu ce qu'on disait sur Roundtree en l'occurrence, mais si on cherche un profil, un running back avec des mains en sortie de backfield, on va être un peu déçu. Par contre, si on cherche un dragster capable d'avoir une vision de jeu assez intéressante et une capacité d'accélération, je pense que Jamin Martin, ça peut être un joueur assez précieux à ce niveau-là. Un joueur que je vois peut-être pas forcément exploser dès le premier tour. J'aimais beaucoup James Robinson l'année dernière. Je ne serais pas autant dithyrambique, mais je pense que Jamin Martin peut rapidement quand même tirer son épingle du jeu et avoir un nombre de snaps assez significatif dès sa 2e saison. Donc, ce qui m'incite à les mettre dans les pépites. Je ne serais pas étonné qu'ils partent au 6e tour, par exemple. Je ne sais pas ce que vous en pensez en l'occurrence, messieurs, mais Jean-Michel, tiens, je te vois dodeliner. Mais il est puissant, hein. Ça c'est vrai qu'il est puissant, hein. C'est pas un rapide, mais une fois qu'il a pris la brèche, il est très puissant, il la lâche pas à la brèche, quoi. Donc il est très puissant, c'est vraiment un joueur costaud. Et puis bon, moi j'adore son prénom, hein. Jamin. Voilà, j'adore son prénom. Un JM, forcément, ça pouvait que te plaire. T'es un peu dur quand tu dis qu'il est pas rapide. Pour son gabarit, moi je trouve que c'est largement suffisant. Après, il a aussi, lui, la possibilité Cassos, hein, parce qu'il s'était fait virer de Coastal Carolina, oui. Parce qu'il avait des guns dans sa voiture. Hein. Ouais. Mais qui sont là aux États-Unis. Non, mais alors, il faut vous dire, le rêve de Grégory, ça aurait été d'être coach de Florida à l'époque. Urban Meyer, lui, il veut que les. Ouais, moi je veux Puka Williams et Jamin Martin. Donnez-le-moi. Il veut que les mecs qui vont aller en prison. Cela dit, Williams et Martin, si tu me dis qu'ils ne sont pas complémentaires, je n'ose y croire. Non, mais voilà, moi j'aime bien le joueur aussi. Je pense qu'il trouvera sa place. Il trouvera sa place et il a une grosse casserole. Ok, on fait tous des erreurs et on peut apprendre nos erreurs. C'est pas comme Puka Williams qui les a quand même multipliées les casseroles. Ouais. Donc, non. Et Joe Mixon avec une énorme erreur, il a fini 2e tour. Hein. C'est pas tout à fait comparable, mais bon, quand tu vois le foin que ça avait fait, voilà, ça n'a pas empêché de. C'est pas le même talent, oui, c'est clair. Oui, c'est voilà, pas le même c'est talent ça. non Oui. plus, mais après, Lael Collins, il est sorti beaucoup plus bas. Après, ça dépend. Ouais. Après, ce qui me fait peur pour Ja, c'est le côté opposition quand même.
Oui, Alors bah oui, James Robinson a prouvé cette année en NFL avec les Jaguars que ok, ça peut le faire quand même. Mais après c'est vrai que niveau opposition, ce qu'on l'a vu faire donc avec au niveau universitaire, bon, ça sera vraiment 2, 3, 4 étages au-dessus en NFL. Donc ouais, voilà. Après encore une fois, c'est un joueur de toute façon son profil. Voilà, c'est un joueur à qui on va donner, je pense, un peu d'amplitude au fur et à mesure du temps. Si vraiment, bien entendu, comme le dit Victor, il arrive à rester un minimum sérieux dans son comportement et à montrer ce dont il est capable de manière efficace aux entraînements. Voilà, je pense qu'on va charger la mule, entre guillemets, au fur et à mesure des semaines. Et là, en effet, il y a peut-être moyen qu'il arrive à se développer petit à petit. C'est sûr que contrairement à James Robinson, le fait justement de ne pas avoir joué cette année, ça peut lui avoir permis de garder une certaine fraîcheur. Qui ne sera pas de trop, mais après, voilà. Entendons-nous bien, je ne le présente pas comme le futur phénomène du backfield, même si je pense qu'en effet, il y a moyen qu'il se fasse sa place et qu'il soit au moins efficace, notamment dans la goal line. Je pense que ça peut être un joueur assez compliqué à aller chercher. Ouais. On a fait le tour en tout cas, messieurs, sur ce podcast preview consacré au running back. Merci encore, messieurs, d'avoir été en ma compagnie. Je rappelle vos comptes Twitter pour ceux qui veulent vous suivre sur les réseaux sociaux. @Zappa13009 pour Jean-Michel, @Victor Roulier pour notre camarade du même nom, @Yellow Radiosa pour me suivre, et puis continuez de suivre l'actualité de la draft et de la NFL en règle générale sur le site touchdownactu.com. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, c'est @TDActu sur Twitter. Je vais me faire taper par Alain. J'ai un doute, c'est pas bien du tout. Oui, c'est @TDActu, mais il y en a un où c'est Touchdownactu, je crois que c'est Instagram. Voilà, choisissez. On vous laisse la possibilité. Allez dans le petit-déj tous les matins, il y a tous les liens des réseaux sociaux. Voilà. Donc merci Victor de m'envoyer une corde, en tout cas c'est très gentil, ou une bouée d'ailleurs en l'occurrence, ça ce sera moins équivoque. Merci encore messieurs et à très vite en tout cas sur les antennes de TDA. À plus, ciao. Merci. Salut. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocas Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.